Patricia, elle nous rejoint dans cette masterclass. Elle est sophrologue, elle est diplômée caïcédienne et elle a fait tout un parcours sur le deuil en accompagnement avec Christophe Fauré. Tu as fait, il me semble, Patricia, un DU d'universitaire d'accompagnement pour le deuil. Tu gères une cellule aussi d'accompagnement de fin de vie. Tu travailles dessus? Alors, je la gère, je suis bénévole en accompagnement en fin de vie. Ouais. Voilà. Et tu travailles au Luxembourg. Tu habites ou tu travailles au Luxembourg. Ouais, il y a d'autres choses dans le parcours que tu voudrais préciser dans ton parcours aussi? Non, ça me paraît bien comme ça. Et tu fais pour nous la masterclass de sophrologie et deuil. Et aujourd'hui, il a paru évident effectivement que le plus important, c'était de se poser la question en quoi la distanciation sociale et la crise sanitaire peuvent empêcher et modifier le processus de deuil. C'est la première question que je vais te poser. En rappelant le format, pendant 10-15 minutes, Patricia va nous partager ce qu'elle est en train de vivre là, dans ses accompagnements en tant que sophrologue et ce qu'elle a observé dans la société. Et puis après, il y a toute une partie, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je les transmets à Patricia. Donc, Patricia, c'est à toi. En quoi la distanciation sociale et la crise sanitaire peut modifier le processus du deuil? Alors déjà, bonjour à tout le monde. Et moi, je vous propose qu'on reparte de la définition du deuil telle qu'elle a été proposée par Freud, parce qu'elle est très pertinente là en l'occurrence. Et il nous dit qu'en fait, le deuil, c'est une réaction normale suite à la perte d'un être aimé ou d'une abstraction mise à sa place, qui peut être la patrie, la liberté, un idéal, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le « ou », on est dans le « et ». C'est-à-dire que nos deuils personnels vont s'inscrire dans ce contexte exceptionnel de la crise sanitaire qui nous confronte à une perte générale d'un sentiment de sécurité. En fait, ce sont nos besoins primaires de sécurité qui sont vraiment complètement bousculés. Et ça commence simplement par le fait de pouvoir respirer. Jusque-là, respirer, c'est vivre. Et bien aujourd'hui, respirer, c'est vivre, mais c'est potentiellement aussi être contaminé par le Covid et potentiellement mourir. Donc, ça nous confronte de plein fouet à notre propre finitude, à l'impermanence et à toutes ces certitudes que nous avons sur cet aujourd'hui et sur ce demain. Et quelque part, on est tous concernés. Des crises, on en a déjà vécu. Il y a eu la crise financière, il y a eu les attentats, mais aujourd'hui, on est face à, entre guillemets, un ennemi qui est invisible et qui peut potentiellement tous nous toucher. Donc, on est tous concernés et on a basculé dans ce que moi j'appelle une sorte de deuil collectif qui porte en lui une dimension potentiellement traumatique. Et dans ce contexte-là, on va vivre des deuils personnels. Or, les gens qui ont fait la masterclass ou qui connaissent ce qu'est le processus de deuil, ça vient toucher exactement la même chose. Ça nous confronte à notre propre mort, à l'impermanence et à l'incertitude par rapport à notre avenir. Tous nos points de repère explosent. Donc là, on est dans un contexte extérieur et intérieur, profondément insécure et fragilisant, ce qui veut dire que toutes les manifestations habituelles du deuil vont être exponentielles. Ça va être intensifié. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par regarder un petit peu comment ça se passe ou comment ça peut éventuellement se passer pour des personnes qui étaient déjà en deuil avant la crise et qui se retrouvent aujourd'hui dans ce schéma de confinement ou de distanciation sociale. Alors, dans le deuil, on sait qu'il y a un mouvement qui se fait entre je me tourne vers mon entourage, vers l'extérieur, et un repli sur soi. Alors aujourd'hui, avec la distanciation sociale, le rapport à l'autre est rendu plus compliqué. Alors, il n'est déjà pas simple dans le processus de deuil, mais alors là, il est rendu plus compliqué et l'autre est un peu plus inaccessible. Et puis, avec le confinement, on nous dit clairement, rentrez chez vous. Et ça, c'est un rentrer chez vous qui se fait au sens propre, chez moi, dans ma maison, et au sens figuré, où si on est seul ou dans un processus qui est là, bien présent de deuil, on va avoir un repli encore plus profond sur soi, et ça peut être vécu selon là où on est l'endeuillé, comme quelque chose d'extrêmement anxiogène. Il peut avoir un sentiment de solitude extrêmement profond et ça peut faire une bascule de cet état dépressif qui est propre au deuil vers une dépression qui pourrait devenir chronique. Donc, ça demande une sorte d'attention particulière. Ensuite, vous avez des personnes qui sont dans une phase où elles, au contraire, elles sont en train de se réouvrir sur le monde et là, on leur dit « vous rentrez chez vous ». Et ça peut entraîner certaines régressions et un ralentissement de leur processus de deuil.
Vous avez également des gens qui, pour se sentir en lien avec leurs défunts, ont besoin d'aller au cimetière. Alors aujourd'hui, les cimetières sont fermés et s'ils ne le sont pas, de toute façon, on n'est pas supposé se ressortir de chez soi. Donc, soit vous avez des gens qui ont des ressources, qui sont créatifs et qui vont instaurer des rituels chez eux, mais d'autres, ça va être impossible pour eux, ça ne va pas être pensable. Et dans ce cas-là, ils peuvent se sentir à nouveau qu'ils abandonnent la personne qui est décédée. Et ça peut être vécu comme quelque chose de difficile. Donc, dans ces cas-là, on a le risque d'avoir un deuil qui se fige. Maintenant, je vous propose qu'on aille regarder un petit peu comment ça va se passer pour les nouveaux endeuillés. Donc, ces personnes qui ont déjà perdu ou qui vont perdre quelqu'un pendant la crise sanitaire, que ce soit du Covid ou d'autres choses. Vous avez des personnes qui arrivent normalement en fin de vie, d'autres qui vont mourir d'autres pathologies. Donc là, on sait que dans ce temps autour de la mort, il y a des éléments qui vont faciliter le deuil. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, vont être mis à mal. Donc, on sait par exemple que dans le cadre d'une mort attendue, on a toutes nos capacités d'adaptation qui se mettent en route. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire l'économie de la souffrance ou qu'il n'y aura pas de processus de deuil après la mort du défunt. Ça veut simplement dire que notre psyché, elle se prépare quand même lentement au choc. Aujourd'hui, si vous avez une personne de votre entourage qui est, par exemple, atteinte du Covid, et d'autant plus si cette personne elle est jeune et en bonne santé, la mort va être soudaine, elle va être brutale, et il n'y a aucune capacité intérieure d'adaptation qui est là. Si ce n'est pas possible, on va être en suradaptation. Donc, c'est extrêmement violent et ça porte en soi une potentialité de traumatisme. Un deuxième élément, c'est l'accompagnement en fin de vie. Accompagner quelqu'un en fin de vie, c'est un espace où on peut se dire des choses. On peut se dire pardon, merci, au revoir, je t'aime. Et on peut aussi s'assurer que la personne reçoit les soins nécessaires pour partir dans la plus grande paix possible et avec le moins de douleur possible. Or là, aujourd'hui, en tout cas pour les personnes qui sont hospitalisées, il n'y a pas d'accès à ces personnes-là. Elles vont mourir seules. Et on a eu des témoignages publics d'ailleurs au journal télévisé, où certaines personnes disaient « mais elle est partie toute seule », comme si elle n'avait pas de famille, comme si elle ne comptait pas. C'est un peu comme si la personne était réduite à un corps infecté, dépourvu de toute sa dignité et de son humanité. Voilà, donc je disais que quand on ne pouvait pas être là pendant ce temps de l'accompagnement, ça pouvait générer énormément de culpabilité et bousculer aussi le sens de la mort, le sens de la vie. Ensuite, c'est un moment où les veillées mortuaires et les mises en bière sont un petit peu différentes puisqu'on ne peut pas y assister. Donc, on ne peut pas voir le corps. Or, on sait très bien qu'une mort incarnée va faciliter le cheminement vers l'acceptation de la réalité de la perte. Ce n'est pas une condition sine qua non pour que tout se passe bien, mais c'est un élément à nouveau facilitant. Autre chose, ça va être l'organisation des funérailles. L'organisation des funérailles, c'est un moment où un groupe de personnes se met ensemble pour préparer un hommage aux défunts. Donc, on va choisir des choses, de la musique, un lieu, comment vont se passer les obsèques, inhumation, crémation, etc. C'est un moment d'échange où on se sent encore fortement en lien avec la personne qui est décédée. Or là, souvent, vous avez des services de pompes funèbres qui n'acceptent que les rapports par téléphone ou qui ne reçoivent qu'un petit nombre de personnes. Donc, ça transforme tout. On se sent quand même déjà relativement plus seul dans ce moment-là, alors qu'on est déjà dans un processus social à ce moment-là. Et puis, organiser les funérailles pour cet hommage, c'est surtout se rassembler au moment des obsèques. Et aujourd'hui, avec la distanciation sociale, même si on n'a pas forcément envie d'être un grand nombre, on a quand même envie de se toucher, on a quand même envie de se parler, on a quand même envie de s'embrasser. C'est un moment où la communauté des vivants se resserre, en fait, où les liens se resserrent et se resserrent aussi autour de l'endeuillé. C'est un moment où ce deuil, il a une dimension sociale. C'est un moment où les gens sont encore là. Or là, du coup, c'est moins le cas. Donc l'endeuillé peut potentiellement déjà se sentir beaucoup plus seul.
Donc, il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour temporiser tout ça. Vous avez 2 plateformes qui sont extrêmement riches, qui sont Happy End et Mieux traverser son deuil, où vous allez voir qu'on va proposer des choses pour pouvoir filmer la mise en pierre, filmer les cérémonies, réfléchir sur des cérémonies post-mortem. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir être faites. Ceci étant dit, il y a des tas de gens qui n'y auront pas accès, et puis ça ne remplace pas le présentiel. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout ça va pouvoir avoir un impact sur la durée du deuil. Ça va pouvoir le ralentir. Ça va pouvoir aussi accentuer certains symptômes, comme des troubles du sommeil, comme l'anxiété, comme la capacité à retourner travailler. Et puis, ça va pouvoir faire basculer un deuil vers un deuil compliqué, voire un deuil traumatique, voire même parfois un deuil post-traumatique. Donc là, je fais une toute petite parenthèse parce que ce n'est pas le sujet. Mais c'est très important quand même de savoir que le deuil et le trauma ont des manifestations communes au début du deuil et sur une certaine période sur laquelle il n'y a pas de consensus aujourd'hui, mais qu'à un moment, ce sont 2 mécanismes qui sont concurrentiels. C'est-à-dire que le deuil va nous permettre, doit nous permettre de revisiter la relation, alors que le trauma nous fait basculer dans des stratégies d'évitement. Donc, si on ne traite pas le trauma, le processus de deuil ne s'enclenche pas. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'accompagner. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça, vous avez peut-être cette question de vous demander, mais comment est-ce que nous, sophrologues, on peut accompagner? Déjà, je voudrais juste rappeler que de manière générale, un deuil normal n'a pas forcément besoin d'accompagnement. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, c'est un processus qui nous ramène à la vie. Et c'est un processus naturel. Ceci étant posé, parfois, les endeuillés ont quand même besoin, à un certain moment, d'être soutenus par un tiers, par un externe. Et dans ces cas-là, que ce soit un deuil normal, voire même un deuil qui se complique, on est tout à fait à même de les accompagner, puisque la sophrologie regorge de richesses pour ça. La première des choses, c'est qu'on travaille avec le corps et qu'on est complètement coupé du corps. Donc nous, ça va être faire réhabiter ce corps, se remettre en lien avec nos variations sensorielles, nos variations émotionnelles, pouvoir les traverser, les accueillir, les accepter. Ça va être essentiel. Ça va être essentiel aussi d'aller travailler la sécurité intérieure. On a vu qu'il n'y avait plus de sécurité autour, puisqu'on est dans ce deuil collectif, et plus de sécurité intérieure du fait de notre deuil personnel. Donc, cette sécurité intérieure, elle est essentielle à travailler. Et cet ensemble corps-sécurité intérieure sera une base extrêmement importante pour aller travailler le trauma. Nous verrons dans un petit moment aussi après. On va aussi ramener les gens dans l'instant présent du mieux qu'on peut et du mieux qu'ils peuvent surtout. Parce qu'ils sont happés par la relation telle qu'elle était telle qu'elle n'est plus, et puis par les angoisses et l'incertitude du futur, que ce soit au niveau de ce deuil collectif, au niveau de leur futur personnel, sans le défunt. Et puis surtout, et ça c'est le cœur de ce qu'on peut faire, c'est qu'on a des techniques qui nous permettent d'aider la personne à ouvrir son regard, à ouvrir sa conscience pour aller regarder la relation dans sa globalité. C'est-à-dire que le deuil ne se limite pas à ce qui se passe au moment de la mort. On a vu qu'il y avait plein de choses qui allaient compliquer. Mais ça ne se limite pas à ce temps-là, c'est toute la relation qui est à revisiter. Et avec toutes nos techniques du passé, on est très bon pour accompagner les gens là, pour leur faire prendre conscience de l'importance de cette relation, qu'est-ce qu'elle leur laisse en héritage, qu'est-ce qu'ils gardent, avec quoi ils vont se redéployer, comment ils vont redonner du sens grâce à tout ça, et quelles sont les personnes qui sont devenues. Et grâce à ces techniques-là, on peut aussi réparer. C'est-à-dire que si on n'a pas été là pour dire au revoir, on peut les amener à le faire en séance. Et ça fait écho à tout ce que nous disent les neurosciences. Votre cerveau, qu'il le vive en vrai ou qu'il le vive par l'imaginaire, à partir du moment où vous recontactez les émotions et les sensations, c'est tout pareil pour lui. Donc, on va pouvoir transformer le vécu en quelque chose de porteur. Et ça, c'est vraiment le cœur du travail qu'on pourra avoir à faire. Et bien évidemment, par après, mais bien après, on aidera aussi à se redéployer. Alors oui, on peut accompagner, je viens de le dire. Maintenant, il y a un gros bémol. Et ce bémol, c'est que notre formation de sophrologue, elle ne suffit pas. Il faut absolument se former à ce qu'est le deuil. C'est important d'en comprendre les rouages. Et pourquoi? Parce qu'il va falloir à un moment qu'on soit capable de légitimer ce que vivent les endeuillés. Légitimer ce qu'ils vivent dans ce processus de deuil et dans ce deuil collectif aussi, parce que là, c'est imbriqué. Il va falloir aussi qu'on soit capable d'adapter nos séances,
Et enfin, qu'on soit capable de détecter si on est éventuellement en présence d'un deuil traumatique. Si c'est le cas, il faudra qu'on puisse réorienter, soit vers un psychologue ou un psychiatre qui lui-même fait de la sophrologie et qui s'en sert pour traiter le trauma, soit vers quelqu'un qui a une autre méthode, qui utilise une méthode pour le faire. Et dans ce cas-là, nous, on pourra peut-être éventuellement collaborer, toujours en travaillant sur ce rapport au corps, qui permet de métaboliser aussi le trauma. Voilà pour les grandes lignes de ce que je voulais partager. Oui. Alors, il y a une question de Florence, Patricia, pour toi. Florence, elle est psychanalyste bénévole et elle aimerait avoir ton avis. Les demandes aujourd'hui sont en lien avec un deuil qui a eu lieu soit il y a 6 mois, 1 an, voire 20 ans. C'est ce qu'elle rencontre, elle, dans les demandes. Le tout est réactivé par l'angoisse de mort. Je dirais que les personnes sont bloquées à une phase de deuil. Alors, en fait, toutes les pertes, quelles qu'elles soient, hein, donc là, ça peut être la perte du sentiment de sécurité dans le cadre de ce deuil collectif, peuvent venir réveiller des deuils anciens. Donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est que le deuil, il trouve toujours un chemin pour se métaboliser. Et là, c'est le chemin, donc le deuil qui n'a pas été traité il y a des années, c'est le chemin qu'il trouve aujourd'hui pour se réveiller. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Voilà, il faut remonter à ce deuil-là et accompagner la personne en respectant son rythme toujours, bien évidemment. Ouais. Ensuite, j'ai envie de dire que quelle que soit la formation, donc la masterclass deuil, elle va vous apporter toute une réflexion sur ce qu'est le processus de deuil et sur les questions que vous devez vous poser, vous, de manière générale et aussi par rapport à vos propres deuils. Maintenant, comme toute formation, c'est quelque chose qui se nourrit. Ça doit se nourrir des conférences, ça doit se nourrir des lectures et ça doit se nourrir surtout de l'expérientiel. Donc, soit vous êtes dans des associations, soit vous recevez déjà des gens. Enfin, voilà. Il doit y avoir ces vivances, en fait, ces accompagnements autour qui vont vous enrichir au fur et à mesure, en fait. Parce que chaque deuil est singulier. Hein. Il y a autant de deuils que d'endeuillés, quoi, vraiment. Hein.